Bonjour à tous. Euh, je suis ravi de vous accueillir sur le podcast Bipole Air. Bipole Air, c'est en fait un lieu où on peut parler de façon, je dirais, normale et décomplexée de ce qui touche à la bipolarité et au bipolaire. Et aujourd'hui, en fait, j'aimerais bien vous parler de la bipolarité et des addictions, et je dirais même de la polyaddiction. Sachant que c'est un phénomène important, hein, chez les bipolaires. Plus de 50% des bipolaires ont au moins une addiction. Ça peut être l'alcool, le cannabis, les psychostimulants, la cocaïne, etc. Et il s'avère que ça complique toujours le pronostic et même la prise en charge. Donc c'est une chose qu'il est important d'évoquer. Et pour l'évoquer aujourd'hui, j'ai en fait le plaisir d'accueillir Coca. Bonjour Coca, Bonjour, qui est une jeune femme de 27 ans et qui est donc bipolaire de type 1, c'est ça. comme son intervieweur, et qui est donc polyaddicte. Et Coca, j'aimerais d'abord que tu te présentes un petit peu de la façon dont tu le souhaites, euh, et que tu nous dises un peu qu'est-ce qui a commencé en réalité en premier? Est-ce que la bipolarité s'est déclenchée d'abord ou l'addiction? Est-ce que c'est lié? Raconte-nous. Bonjour tout le monde, moi c'est Coca, j'ai 27 ans. J'ai été diagnostiquée il y a à peu près 3 ans. Euh, j'ai toujours su que j'avais un petit souci. Enfin, à vrai dire, j'ai toujours su un peu en moi que j'avais, je sais pas comment dire, que j'étais différente, enfin différente, comme on pourrait le dire. Euh, C'est vrai que ce qui a commencé en premier, ça a été les addictions. Parce que, Mhm, j'ai commencé très jeune. En fait, très jeune, je voulais tout faire très vite. Tout faire très vite, tout faire comme si, comme si j'allais mourir demain, quoi. Enfin, un peu cette espèce de d'urgence. leitmotiv, voilà, j'étais comme carpe diem, il faut que je vive tout. Et du coup, en fait, mon obsession était, il fallait que je fasse ma première fois, il fallait que, je l'ai faite à 14 ans, il fallait que je fume du cannabis. J'ai commencé par fumer du cannabis. Mhm, Et puis après, c'est allé de plus en plus, de pire en pire, on va dire. J'ai commencé l'alcool à forte dose. J'avais 14 ans. Je pense que tout a commencé à 13 14 ans. mhm. Euh, ouais, je pense que ça a commencé à 13 14 ans et après, tout s'est enchaîné très très vite. En fait, c'est vrai que c'est un peu compliqué de faire une chronologie parce que quand on prend beaucoup de produits dans sa vie, bah, on a Ouais, tendance à oublier. En fait, ouais. on a tendance. Coca, juste, quand tu dis j'ai commencé tôt parce que j'avais envie de manger la vie ou l'impression que tout pouvait s'arrêter rapidement, c'est- parle un peu de l'état d'esprit que c'était. Est-ce que c'était comment dans ta tête? Qu'est-ce qui t'incitait à aller plus loin que la moyenne, consommer plus que la moyenne? Pour quelles raisons en fait? En fait, je pense que j'avais une espèce d'euphorie en moi, quelque chose de très fort peut-être que j'avais des influences en regardant des séries pour adolescents, enfin voilà, un peu comme tout le monde. Mais moi, c'était particulièrement puissant. J'avais un besoin d'indépendance très très fort. Je suis partie assez tôt de chez moi et c'est vrai que oui, c'était, je pense, un sentiment d'euphorie qui me poussait à aller vers l'interdit, en fait. D'accord. Et est-ce qu'à cette époque, quand tu regardes en arrière, tu as été diagnostiqué il y a que 3 ans. Quand tu regardes en arrière, est-ce qu'il y avait déjà, euh, est-ce qu'un désordre, des troubles de l'humeur, c'était déjà d'actualité en toi, maintenant que tu as un peu de recul par rapport à ça?
Oui, totalement. En fait, j'avais énormément de phases maniaques. Avec le recul, maintenant, je le sais. Ouais. C'est sûr qu'avant, je le savais pas du tout. Mais en fait, j'avais des gros, gros pics pendant des mois où bah, je faisais n'importe quoi. Je sortais beaucoup, je dormais peu, je me droguais énormément, je faisais la fête, je rencontrais énormément de personnes. Ça a été toujours mon j'ai aussi enfin, ça a toujours été un peu présent chez moi, mais j'ai aussi un gros problème avec le relationnel. C'est-à-dire Mhm. que j'ai tendance à nouer des amitiés très fortes et très intenses avec une Mhm. personne, par exemple, ou un groupe de personnes. Et après, j'ai tendance à directement le quitter ce groupe ou créer en fait une situation qui fait que le groupe se termine. Donc finalement, j'ai laissé derrière moi énormément de personnes à cause de ça. Et donc toute mon adolescence a été régie un peu par ces phases maniaques en fait qui étaient très très présentes. C'est pour ça que le diagnostic du type 1 a été un peu une évidence quoi. D'accord. Quand tu parles de ce besoin de nouer des relations et d'aller toujours, est-ce que ça veut dire que tu nouais une relation, tu étais en contact avec un groupe ou une scène quelconque, etc., et tu quittais pour une autre scène parce que tu avais envie, tu avais besoin de consommer encore de l'humain, mais d'une autre façon et plus intense. Donc, est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a une sorte d'addiction à l'humain, mais tant que c'est très intense? Oui, c'est exactement ça. En fait, il me fallait une amitié intense j'ai fait de mal à beaucoup de gens, je peux le Mm. dire, parce que avec le recul, avec la thérapie, enfin voilà, maintenant j'ai 27 ans et je me rends compte que j'ai fait de mal à beaucoup de gens parce que j'ai noué des amitiés bah, plutôt fortes et intenses et que j'ai très vite délaissées, très vite ou parfois ça a pu durer quelques années. Et c'est vrai c'est un gros regret, je pense, parce que j'avais besoin de consommer de l'humain, du nouveau. Je pense que j'avais un côté aussi très mégalo m'incitait à aller vers les autres, en fait. Mhm. Donc j'étais très sûre de moi, très confiante. Ça, avec les traitements, ça s'est extrêmement apaisé. Enfin, c'est quasiment plus présent. D'accord. Mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était très très présent. Il fallait que l'attention soit sur moi et que je capte les gens dès que je les rencontrais. Et c'était assez fou parce que finalement, j'allais en soirée, je pouvais y aller toute seule. Et puis je repartais Ouais. avec une bande de potes qui étaient déjà formés depuis 10 ans. Et en fait, je me mettais à traîner avec eux, quoi. T'en faisais partie, quoi. Tu Oui, t'insérais. voilà. Ouais. Euh, de- je peux reconnaître effectivement l'état d'hypomanie, en tout cas, de manie, je sais pas. C'est vrai que ça donne une telle confiance en soi et parfois un tel magnétisme que on connecte avec les gens. Ça, c'est un phénomène connu. Et si on en revient à la polyaddiction, comment est-ce que tu la définirais et qu'est-ce qui te procurait le besoin de consommer des drogues de plusieurs types? Euh, Est-ce que tu peux nous en parler? Alors c'est un peu compliqué comme question parce que c'est vrai que en fait quand on est polyaddict bah du coup j'ai été diagnostiquée par un psychiatre parce on remplit un questionnaire, enfin voilà, il y a vraiment enfin, une procédure, un diagnostic qui est posé. Et en fait j'avais ce besoin de consommer toutes les drogues et ça va de pair en fait avec le côté où j'avais envie de croquer la vie à pleines dents quoi. Enfin ça Ouais, va vraiment de pair avec ça. Il fallait que je teste tout. J'ai testé le GHB, j'ai testé enfin voilà, j'ai testé des drogues qu'on teste pas forcément quand on est dans des milieux festifs. ouais, Mais voilà, j'ai l'impression d'avoir absolument tout testé et j'aurais pu aller sincèrement jusqu'à l'héroïne ok, si il y avait pas, si j'étais pas entourée. En fait, je pense que mon entourage a joué aussi beaucoup dans ma polyaddiction
Parce que pour D'accord. moi, bah, être polyaddict, c'est être attiré par absolument toutes les drogues et c'est surtout, on est happé en fait. On est Ouais. happé par chaque drogue. Quand on va prendre une trace de cocaïne, on va pas en prendre une, on va en prendre 10. Quand on va prendre une trace de 3-MMC, c'est une autre drogue de synthèse, bah, on va pas Mm. en prendre une, on va en prendre 10. Enfin voilà, c'est un peu le même principe pour tout. Et je suis addict à mon téléphone, je suis addict au comportement à risque, je suis addict vraiment à tout et notamment bah, aux relations aussi, pareil. Enfin voilà, c'est... Est-ce que tu dirais que, parce que tu parles beaucoup d'envie, tu parles aussi enfin, d'ego, etc. Est-ce que là-dedans, parce que bon, il y a beaucoup de gens qui pratiquent les drogues de façon récréative, ponctuelle, etc. Là, tu parles de le faire de façon plus répétée, plus intense, dans des contextes très différents, etc. Est-ce que là-dedans, il y a une volonté de non pas, enfin, tu parlais de vouloir manger, consommer la vie, mais est-ce qu'il y a une envie de se perdre ou est-ce qu'il y a quelque chose un peu d'autodestructif? Parce que rationnellement, ça l'est comme comportement. Alors, il y a quelque chose de totalement autodestructif. Bah, j'ai toujours été dans l'autodestruction. En fait, j'ai commencé, bah, d'ailleurs, une de mes premières addictions, c'est vrai que j'ai oublié, parce qu'il y en a tellement, c'est vrai que c'est dur de faire un peu la liste, mais bah, c'était l'anorexie. Ah Et oui, donc à 13 ans, 13-14 ans, pareil, j'ai commencé à développer de l'anorexie. Et ça, pareil, c'est une addiction. Très peu de gens le savent que les troubles alimentaires sont des addictions, mais ça l'est, parce que c'est des obsessions. ouais. Donc voilà, j'ai commencé par l'anorexie et il y a eu... ça a été une suite... on va dire vraiment comme si ça coulait de source qu'il fallait que je m'autodétruise constamment et que il y avait un besoin aussi d'attirer l'attention, de m'autodétruire, et la raison, je pense, bah, j'ai vécu, bah, je peux en parler assez ouvertement. J'ai vécu de l'inceste quand j'avais 12 ans. Ah Et oui, en fait, c'est très, bah, déjà, c'est déclencheur de troubles mentaux. bien Enfin, sûr. et en plus, bah, d'addiction. Enfin, ça déclenche Mm. des addictions. Donc, euh, donc voilà, donc c'est vrai que. Oui, tu avais besoin comment dire, de combler un vide ou enfin, de compenser les choses. Oui, Euh, j'avais besoin de fuir la réalité en fait. Pour ouais, moi, la réalité, elle était trop dure et trop ennuyeuse. ouais, Bah, là actuellement, je suis sobre ouais. et enfin, je suis sobre. J'ai des petites rechutes de temps en temps, Mm, mais pas de drogue. Et c'est vrai que oui, il y avait ce besoin de consommer, de combler un vide, de fuir la réalité, de fuir en mm, fait quelque chose que je pense. Et en fait, j'étais dans le déni. J'étais dans le mm, déni de ce que j'avais vécu pendant 10 ans. Et je m'en ouais, suis rendu compte à mes 20 ans. Et je me suis dit, mais attends, c'est pas normal, Coca, ce qui s'est passé quand t'avais 12 ans. Et du coup, c'est là qu'en fait, j'ai réalisé que tous mes comportements, enfin, je pense sincèrement, après, mm, c'est mm, mm, mon ressenti et c'est moi bien qui sûr. pense ça. Je pense sincèrement que si j'avais pas vécu ça, j'aurais pas eu forcément tous ces troubles et tous ces soucis, quoi. Ouais. Parce que ce que tu as vécu, c'est extrême et ta façon je dirais, de fuir ou enfin, de gérer, de supporter l'après, je dirais, était tout aussi extrême. Je suis pas psychanalyste ou quoi que ce soit, mais il me semble qu'il y a vraiment des raisons objectives à, à avoir un comportement enfin, enfin, de sensations, ressentis, etc., pour éviter peut-être de se poser, faire arrêt sur image et de trop penser. Et tu l'as fait à 20 ans, donc beaucoup plus tard. Mm. Euh, Exactement, il y avait ce besoin de ne pas arrêter mon cerveau et c'est il ça. fallait que tout aille vite, que tout aille vraiment à fond.
et tout me faisait oublier en fait, jusqu'au jour où je me Ouais. suis retrouvée face à quand j'ai été sobre. Bon, ça on en parlera après, mais quand j'ai été Mm. sobre, ça a été un peu dur parce que l'ennui, tout se prendre un peu dans la face, quoi. Ouais. Et je dirais, si a posteriori, on voit, tu étais 18, enfin, pardon, de 12 à 20 ans, s'il y a de la bipolarité qui n'est pas connue, hein, tu parlais de déni par rapport à l'inceste, mais il n'y avait pas de déni par rapport à quelque chose que tu connaissais pas encore, mais c'est un énorme moteur, un énorme accélérateur, la bipolarité, parce que euh, enfin, je sais d'expérience, mais pas que la mienne, évidemment, que quand tu es en hypomanie ou en accès maniaque, pareil, tu as envie de tout toucher, tout consommer, tout vivre à fond, parce que tu parlais de réalité ennuyeuse, et le contraste entre la réalité ennuyeuse, les extrêmes que tu as connus avant et que tu as provoqué et déclenché après, euh, ça, c'est encore amplifié, je pense, par le phénomène de la bipolarité, forcément. Euh, tu parlais tout à l'heure de, du soutien autour de toi qui t'a empêché d'aller vers l'héroïne. Est-ce que tu peux en parler? Comment ça s'est manifesté voilà, durant ces années? Est-ce qu'ils t'ont empêché d'aller trop loin? Est-ce qu'ils t'ont laissé faire les choses? Que t'étais plus forte que tout, donc tu faisais les trucs malgré ton entourage? En fait, j'étais une adolescente assez compliquée parce que justement, je voulais tout faire et je faisais tout et j'acceptais pas le non, Hmm. j'acceptais pas le refus de mes parents. Donc c'est vrai que ça a été un sujet qui a été très compliqué. Mes parents, ça les a beaucoup touchés aussi parce que c'est pas qu'ils savaient pas quoi faire de moi, je dirais pas ça, mais c'est plus que il voyait que je faisais la fête, que je sortais beaucoup, que voilà, j'avais une vie sociale extrême, et il s'inquiétait forcément. Mais c'est vrai que plus récemment, je suis tombée dans la kétamine de façon Ouais, profonde. ouais. En fait, j'étais au bord du suicide, quoi. Enfin, c'était vraiment une période hyper compliquée. Je prenais, je sais pas, 3 grammes par jour. Enfin, c'était vraiment, j'étais complètement l'ombre de moi-même. Je faisais 50 kilos. Enfin, voilà. Ouais. Et mes parents étaient au courant. Je me faisais traiter à Marmottan. C'est un centre à Paris spécialisé dans les addictions et les troubles addictifs. Et, euh, et en fait, c'est là où j'ai pensé à l'héroïne. C'est après cette phase de kétamine, enfin, ou Mhm. pendant, du moins. Euh, on m'en a proposé et en fait, je vais pas mentir, c'est vrai que j'ai dit en premier que c'était mon entourage qui m'a un peu empêché d'une façon. Enfin voilà, qui m'a empêché d'y toucher, mais en fait, en y repensant, c'est plus le côté où la manipulation, tout ce qu'il fallait faire pour se shooter, Mhm. c'était plus ça qui m'a empêché de le faire qu'autre chose, en fait. Sinon, je serais héroïnomane, quoi. Enfin, si j'avais su comment manier une aiguille, si j'avais rencontré quelqu'un qui en prenait, enfin, vraiment, Ouais, tu serais allé. j'y serais allée complètement. Ouais, ouais. Et là, donc oui, donc c'était un peu logistique, si je puis dire. Heureusement, c'était trop compliqué pour y accéder comme ça, et ça t'a aidé. Euh, euh, Petit retour sur, parce que tu parles de beaucoup d'excès. Qu'est-ce qu'il y avait comme contrepartie pendant cette période? Est-ce que tu as eu des grosses périodes de déprime? Euh, euh, et j'imagine des périodes de envie de se désaccoutumer. Est-ce qu'il y a eu des baisses et des remontées de pente pour toi? Oui, oui, tout à fait. Notamment, en fait, j'ai été diagnostiquée comme ça
Parce qu'en fait, j'ai eu une phase maniaque qui a duré à peu près 4-5 mois, ce qui est énorme. Ouais, C'est complètement énorme. ouais, En fait, bah, évidemment, je ne me rendais pas compte. Et jusqu'au moment où j'ai eu le down, donc j'ai complètement chuté d'un coup. ouais. Mon humeur j'étais complètement déprimée. Je me gavais. En fait, quand je suis en dépression, en phase dépressive, je me gave de nourriture. J'essaie de remplir un vide, enfin voilà. Mhm. Et en fait, ça s'est soldé par une tentative de suicide. Ok. Et j'ai été dans le coma pendant 5 jours, en fait. Donc j'étais en réanimation pendant 5 jours. Ouais. Et, du coup, c'est par la suite que on a fait tout le diagnostic, tout le parcours, que j'ai dû expliquer un peu toute mon adolescence, toute mon... Enfin voilà, Mhm. j'étais déjà polyaddict, mais Ouais. il y avait pas cette notion de manie. Et en fait, enfin, j'ai aussi un trouble borderline, donc ça c'est autre chose. Mais voilà, j'ai eu plus de phases maniaques que de phases Down. down. Mhm. Parce que en fait, mes phases maniaques durent très longtemps. Mhm. Mais maintenant, avec le traitement, d'ailleurs, j'ai toujours pas trouvé de traitement qui me convient. Ok. C'est très long, mais Ouais. Coca, sur quand tu dis tu as des phases de 4-5 mois, euh, est-ce que ça va jusqu'à la psychose ou est-ce que tu es juste très agité et tu nourris la machine, je dirais? en fait, je perds pied avec la réalité. Ah oui, Je perds pied avec la réalité complètement parce que je suis dans un mode complètement en mode robot. ouais, Autodestruction, comportement à risque, tout, mais vraiment fois 10 000, quoi. ouais. Et je vais tout faire, tout, enfin voilà, avec l'excès le plus total, pas Mhm. dormir, enfin, d'où les redescentes qui, enfin moi, ça m'est arrivé il y a encore un mois de ça, de passer un mois dans mon lit, mais littéralement dans mon lit et j'arrivais pas à me doucher, quoi. Enfin, Ouais, c'est... Donc les downs sont plus courts et moins présents, ouais. mais ils sont très très intenses parce que mes phases maniaques sont très très intenses. Mais en Mhm. fait, le problème, c'est que moi, j'ai du mal avec les traitements parce que Ouais. j'ai l'impression de ne plus être moi-même et j'ai été moi-même pendant 27 ans et ça me plaisait en fait. Cette Mhm. coca-là me plaisait, cette coca qui était extravagante, qui parlait vite, qui parlait beaucoup, Mhm, mhm, qui était un peu la star de la soirée, mhm. Mhm. bah, ça me plaisait en fait. Ouais, Et du coup, le traitement m'a complètement bloqué. ouais. C'est vrai que on se connaît depuis pas très longtemps, mais de ce que j'ai vu de toi ou de nos échanges, j'ai remarqué qu'il y avait, à mon sens, plus euh, de phases en tout cas up, et parfois tu disparaissais un peu de la circulation. Oui. Euh, D'ailleurs, c'est marrant quand tu dis, j'ai la nostalgie maintenant de cette Coca que j'ai connue pendant 27 ans. Tu pourrais presque le mettre au pluriel, je me disais en t'écoutant, parce que en fait, tu es un condensé de pas mal de personnes et j'ai l'impression de faire plusieurs podcasts à la fois. Mais voilà, cela dit, je ferme la parenthèse. Euh, mais sujet important et enfin, euh, le, le- le soutien médical. Parle-nous un peu de comment ça s'est passé jusqu'à aujourd'hui et on parle d'un traitement que tu as du mal à assumer. Comment est-ce que dans ton parcours, euh, comment est-ce que c'est arrivé? Est-ce que c'est parce que tu as été en telle crise que tu as été, je ne sais pas, interné, hospitalisé? Et est-ce qu'après des choses se sont mises en place un peu plus structurelles ou des thérapies, des choses comme ça?
Alors en fait au niveau au niveau médical j'ai commencé à alors c'est étonnant d'ailleurs parce que en fait j'ai commencé à avoir des tocs de ménage, Non. des tocs mais très 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 extrêmes où quand j'étais pas chez moi je pensais à chaque chose qui était dans mon appartement, chaque objet enfin je vraiment une psychose sur le ménage extrêmement forte. Ouais. Et en fait, je me suis dit, je crois que là, j'avais 20 ans peut-être, quelque chose, 19 ans. Et en fait, j'étais en colocation, donc ça posait problème parce que moi, il fallait que tout soit complètement nettoyé, mais nettoyé à l'extrême. Et donc, en fait, je me suis décidée à aller voir une psychologue à l'époque. Et elle m'a redirigée directement vers un psychiatre. Elle m'a dit, moi, je suis pas qualifiée. Enfin voilà, je pense que là, on a affaire à quelque chose parce que je lui ai expliqué aussi bah, mon adolescence, voilà. Et donc, elle m'a redirigée vers un psychiatre qui était très très bien, vraiment. C'est le psychiatre bah, du coup qui m'a diagnostiqué bipolaire, qui m'a diagnostiqué polyaddict. Et Ok. mais au niveau de l'hospitalisation, en fait, j'ai eu énormément de phases. Euh, C'était pas des phases de down, c'était des phases justement où j'étais mal, mais je dirais des phases mixtes en fait, Mm, mm. où j'étais mal et à la fois où je me mettais en danger et où en fait je sentais le besoin de d'aller enfin d'aller à l'hôpital. Donc ça m'est D'accord. arrivé d'aller à Bichat 24 heures de même pas dormir là-bas et de repartir quoi. Enfin, Mm, mm, de juste y aller et de dire voilà, là, ça va pas du tout, enfin, je me sens pas bien, je suis complètement dans une euphorie, enfin, mm, mm. et en même temps dans une déprime, et de repartir. Mais ma première hospitalisation, ça a été pour l'alcool, en fait. D'accord. Et c'était dans un établissement privé, donc c'était pour l'alcool, mais aussi pour la bipolarité. Donc on était traité un peu pour tout, et je suis restée un mois et demi en hospitalisation. Et durant cette hospitalisation, donc j'ai arrêté l'alcool, j'ai réussi, et je suis tombée dans la drogue, la 3-MMC, parce que j'ai rencontré des gens qui en prenaient. Mhm, Donc du coup, je suis tombée, c'est là où j'ai commencé, et ben, c'était il y a un an, un peu plus d'un an, c'était en août 2023, je crois. Et je suis complètement tombée addict, mais addict à un point où j'en prenais tous les jours, toutes les demi-heures, enfin voilà. Donc c'est en institut que j'ai commencé, enfin que j'ai commencé à, disons, à être addict de façon non récréative. d'accord. Et Et, quel et effet au tu niveau de... recherchais? Oui. Excuse-moi là-dessus, parce que à mon avis, c'est pas une drogue très connue du public. Qu'est-ce que tu recherchais comme effet à travers cette drogue? Qu'est-ce qu'elle te procure dont tu aurais besoin? Elle me procurait une sensation de confiance en moi extrême, en Ok. fait. C'est une drogue qui donne une sensation de confiance en soi, de vraiment, comme si on était le roi du monde, de plénitude, on se sent bien. Et en plus, ce qui est pratique, c'est que ça ne se voit pas. Mm. Donc, en fait, on peut en prendre, parce qu'on en prenait, et la journée, on était dans l'hôpital, quoi. Donc, Tu veux dire que tu te sentais la reine du monde sans que ça se voit? voilà, exactement. Mm. Enfin, ça Ok. se voyait, Ouais. mais comme je suis Ouais. bipolaire, les gens pensaient que c'était un symptôme de ma bipolarité, quoi. Ouais. Juste qu'est-ce que tu ferais comme lien, tu vois, de, de, de cause à effet ou d'effet à cause entre la polyaddiction et la bipolarité à ce stade? Alors, sincèrement, je ferais un lien, mais comme ça, mais vraiment comme ça, parce que Ouais. pour moi, c'est bah, justement, comme tu l'as dit précédemment, c'est extrêmement difficile de... Souvent, on a tendance à dire que les personnes addictes, parfois, on les diagnostics bipolaires à tort, Mm. parce que en fait, c'est les drogues qui provoquent des phases d'euphorie, de maniaque, enfin des phases maniaques, des phases down.
Donc du coup, ça a été un gros questionnement. Mais comme j'ai eu des périodes sobres, bah, ça s'est confirmé, ma bipolarité s'est confirmée. Mais pour moi, les addictions, c'est complètement, enfin, c'est ancré dans la bipolarité. Pour moi, il y a pas de différence. En fait, si j'étais pas bipolaire, je serais pas addict pour moi. Enfin, c'est vraiment ça. D'accord, d'accord. Et pour en revenir aux, aux soignants, là, tu en es où là actuellement? Toujours en recherche, je pense, du bon dosage? Oui, en fait, j'avais comme traitement, je prenais du Prozac, de l'Epitomax. C'est un traitement qu'on donne pour les bipolaires de type 1 parce que ça empêche les phases maniaques. Mhm, Mais c'est très peu connu en France apparemment. C'est plus au Canada, à ce que j'ai mhm, compris. Et je prenais des benzodiazépines aussi, mhm, donc des anxiolytiques. Et en fait, ce qui a changé, c'est que j'avais encore des phases d'euphorie. Enfin, le traitement là, n'allait pas. J'avais encore des phases d'euphorie, des phases d'agitation. J'étais très, très agitée. Certes, ça avait réduit mes phases maniaques. Ça les mhm, avait réduits, mais pas tant que ça. mhm, Donc, du coup, j'ai pris du lithium. Et en mhm. fait, il se trouve que là, je suis sous lithium actuellement. Et D'accord. ça ne me convient pas. Non. J'ai l'impression je suis hyper, hyper agitée. Je fais de l'anxiété. Enfin, voilà, il y a vraiment Mhm, mhm, un mhm. souci avec ça. D'accord. Et quelle est la prochaine étape alors par rapport à ça? Est-ce que tu as la possibilité avec le psychiatre de continuer d'essayer d'autres molécules, d'autres combinaisons? Oui, tout à fait. Justement, bah, on va essayer d'enlever le Prozac, d'enlever l'Epitomax, parce que là, je prends beaucoup de traitements, en fait. Ouais. Et d'ailleurs, je trouve que c'est très compliqué pour un être humain. Enfin, moi, sincèrement, ça me déprime vraiment de me dire que je prends autant de médicaments. Mhm, Je dois prendre 10 cachets par jour. Et c'est énorme. Et mhm, je sais pas l'incidence que ça a sur mon corps, sur mhm, mon esprit, sur ma mémoire. Enfin, je le sais à peu près parce qu'évidemment, je me mhm. renseigne énormément. Ouais. Mais c'est... Moi, enfin, je trouve qu'il y a un manque énorme à ce niveau-là. Enfin, c'est flou, quoi. Enfin, au niveau des médicaments, au niveau des Mhm, traitements, c'est vraiment, il faut tester, il faut essayer. mhm. Généralement, ça se fait en hospitalisation. Ouais. Mais moi, j'ai toujours fait en ambulatoire, voilà. Mhm. Donc en fait, quand tu dis il y a un manque, euh, je pense que de toute façon, là, tu es en phase de transition, et dans les phases de transition, on prend plus de choses que quand on a trouvé une vitesse de croisière. Euh, j'ai le sentiment quand même que, en t'entendant, que ils essayent des choses, que bon, alors évidemment, tu te retrouves de ce fait-là avec peut-être plus de molécules que, évidemment, la moyenne des gens, mais à supposer qu'on trouve la bonne molécule, le bon dosage, etc. euh, est-ce que maintenant, est-ce que tu as des sortes de résolutions pour toi? Est-ce que un peu, t'entrevois un petit peu le style de vie qui te permettrait peut-être aussi de réduire la médicamentation? Euh, Euh, alors, pour être honnête, non. D'ailleurs, j'ai tendance à arrêter mes traitements. Donc, mhm, ça, j'ai tendance à le faire énormément, ouais, sauf les benzos, les anxiolytiques. ouais, Mais j'ai tendance à arrêter mes traitements très fréquemment. Euh, j'entrevois. En fait, j'ai extrêmement du mal à me projeter. mhm, C'est assez présent chez moi. C'est que j'ai du mal à me projeter. J'ai du mal ouais, à me dire qu'est-ce qui serait mieux. Enfin, j'ai du mal par exemple, on parle de relaxation, d'exercice pour être parce que j'ai souvent des phases de déréalisation. Donc, je suis souvent dissociée, déconnectée de mon corps
bah, mon thérapeute m'a donné des exercices à faire que je ne Mhm. fais absolument pas. En fait, j'ai une suspicion de TDAH, mais c'est plutôt TDAA, sans le Mhm. H. Donc, du coup, j'ai tendance à procrastiner, à pas Mhm. faire ce qui pourrait m'aider. Mhm. Et du coup, en fait, ça me déprime. Ça me déprime sincèrement parce que j'ai toujours été très bonne et très forte dans ce qui me faisait du mal. Et Mhm. je suis très, très, très mauvaise dans ce qui peut me faire du bien. D'accord. Et c'est vraiment difficile et c'est compliqué. C'est compliqué aussi pour mon entourage parce Ouais. que ben, ils me voient en fait démunie et moi, j'ai pas Mhm. de réponse à apporter en fait. J'ai pas, dans mon cerveau, c'est le flou et le fait de prendre des médicaments, j'ai l'impression que ça accentue ce flou. Mhm. Donc, Ah oui, donc tu t'as pas de, il n'y a pas de projet ou de projection actuellement. Il n'y a pas de choses dont tu dis, tiens, j'aimerais aller vers ça, et pour aller vers ça, bah, vaut mieux que je sois détaché, en tout cas, de tout ou partie de mes addictions. Il n'y a pas quelque chose qui te fasse rêver ou qui te motive, tout simplement? bah, en fait, j'avais rencontré quelqu'un à Berlin l'année dernière et du coup, j'ai habité avec cette personne plusieurs mois. Ouais. En fait, toute l'année là qui est passée, j'ai fait que faire des allers-retours Berlin-Paris, Berlin-Paris. Et Mhm. mon projet, c'était du coup de m'installer avec cette personne à Berlin et d'essayer de construire quelque chose. Mais je n'y suis pas arrivée parce que manque de motivation pour chercher du travail, manque de Mhm. motivation pour chercher un appartement, pour se faire toutes les démarches en fait. Et, euh, donc mon projet, enfin si c'était un projet aujourd'hui, ce serait d'habiter à Berlin parce que c'est vraiment Mhm. une ville coup de cœur pour moi. Et Mhm. sauf que à Berlin, bah, je suis tombée aussi dans la drogue. Donc Mhm. c'est aussi, c'est vraiment cette année-là, 2023-2024, où Mhm. où je suis vraiment tombée complètement dans la drogue. Et, euh, et du coup, c'est aussi une ville qui représente ça. Donc, est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est pas une bonne idée? J'ai tendance à dire qu'il n'y a jamais de bonne idée ou de mauvaise idée. Enfin, il n'y a que des idées. Mhm. Mais, Mhm. euh, mais si je devais me projeter, non, j'ai vraiment du mal. J'ai vraiment, vraiment du mal. Ouais. Et c'est ça qui m'attriste un peu parce Mhm. que j'ai fait pas mal de TS en fait à répétition sans comprendre vraiment pourquoi. Mhm. Et le simple fait que je sois sous traitement et que je m'ennuie dans ma Mhm. vie, Mhm. ça suffit à me, à faire que je boive et que voilà et que j'aille vers la tentative de suicide quoi. Mhm. Ok. Parce que quand on entend ton parcours, il y a d'un côté, il y a une sorte, il y a un appétit, hein, même s'il est décuplé par les substances ou par la bipolarité. Euh, euh, T'es pas quelqu'un comment dire, t'es extraverti et tu peux être un être sociable, euh, voire un animal social quand tu es vraiment au top. Est-ce que parfois tu sais, ce fameux arrêt sur image qu'on évoquait, que tu as eu quand même à 20 ans, tu t'es quand même à un moment dit, tiens, il m'est arrivé ça et ça explique ça. Euh, à 27 ans, qui est un âge, on le sait, critique, hein, quand on parle de trajectoire fulgurante, de drogue, etc. Et moi, je te souhaite, c'est personnel et tout, de passer le cap Oui, moi aussi. et de le passer d'autant mieux que voilà, t'es riche quand même enfin, tout ce que tu as vécu, tu as un bagage, tous les mots-clés que j'ai notés concernant ton parcours, ça sert à ça, j'ai presque plus de pages maintenant. Mais c'est aussi une richesse énorme. Est-ce que, est-ce que par exemple, le fait de participer à ce podcast, est-ce que le côté, il y a évidemment l'expression de soi, etc., que je comprends, mais est-ce que le fait de,
justement de témoigner, de partager, ça, c'est des choses qui te motivent, qui te touchent. Oui, 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 ça me touche énormément parce que je sais ce que c'est l'errance, en fait, l'errance médicale, l'errance de l'être, en fait, de ne pas savoir ce qu'on a, comment on se sent, pourquoi on se sent comme ça. Et je pense que c'est en partageant, c'est en faisant des podcasts, Mm, en faisant des vidéos, enfin voilà, en partageant sur Instagram, en mm, partageant sur des endroits accessibles, on va dire, à un peu tout le monde, que des personnes, bah, ça peut aider des personnes, quoi. Et moi, si ça peut aider, je suis contente. Et sincèrement, ça m'aide aussi moi-même parce que ça me permet de faire le point, en fait, en quelque ouais. sorte. Parce que c'est un peu dur. C'est vrai que quand on a énormément de comorbidité, qu'on a énormément de vécu, qu'on a énormément... Enfin, je saurais même pas par où commencer si je devais vraiment parler de ma vie pas à pas. Et... et c'est comme je disais, j'ai eu vraiment 1000 vies, j'ai rencontré 1000 personnes, enfin voilà, j'ai fait tellement de choses et je comprends le côté j'ai un appétit de vivre et en même temps, à contrario, bah, j'ai fait des tentatives de suicide, j'ai j'ai eu des périodes complètement éteintes. euh, Mm, et c'est ça, toute la complexité de la maladie, je pense, en fait. ouais. Et de l'être humain, je dirais, parce qu'en fait, t'es allé vers tous les extrêmes possibles, peut-être pour éviter l'épicentre. Euh, Mm. et peut-être que le prochain enjeu pour toi, c'est de trouver cet épicentre. Et je pense qu'on n'existe pas complètement seul. Et je pense aussi que ce que tu as vécu, on pourrait écrire 5 bouquins, je pense, sans problème. Je t'avais envoyé d'ailleurs un truc. J'ai dit que tu avais posté quelque chose. J'ai dit, mais c'est du Virginie Despentes, tu vois, et encore, c'est même au-delà. Et donc, il y a ça, le côté très haut en couleur de ce que tu as vécu. Je sais que le partage, qui est en fait la digestion, la transformation de tous ces événements de vie en quelque chose pour toi d'abord, et ensuite pour les autres, rien que pour moi, ça a une valeur, une importance, tu vois. Et je le savais même avant qu'on ait cette conversation, même sans te connaître vraiment parce que tu l'exprimes très bien. En même temps, enfin, dans ton extrême, dans tes extrêmes, tu es une enfin, tu es une pharmacienne, tu connais ce que tu prends, etc. Enfin, tu vas au bout des choses là aussi. Euh, donc, en tout cas, je pense qu'il y a, sinon une piste, mais en tout cas une dimension importante à explorer parce que tout ça a une valeur. Tout ce que tu as vécu, tout ce que tu décris a une valeur et, et à mon avis, est très inspirante pour les gens qui ont une ou plusieurs comorbidités, de toute façon. Et tu sais, comme je le disais au départ, on est tous, même avant qu'on pousse le bouton record, on est tous des addicts de toute façon, on a tous des vides à combler, etc. Et je dirais que qui peut le plus peut le moins. Donc toi, tu peux le Oui. plus, certainement. Donc, euh, merci de nous inspirer sur le moi en tout cas. Euh, alors je regarde si j'ai des questions sur lesquelles... euh, tu vois, ma dernière question, c'était, te rends-tu compte que tu as une expérience de vie hors du commun et que tu peux, si tu en sors, tu t'en sors, apporter beaucoup à tes pairs et donc t'accomplir. Tu vois, j'ai rien inventé. Euh, et alors, attends, qu'est-ce que j'avais d'autre? Ah oui, est-ce qu'il y a des endroits, euh, dans une de mes questions, je me disais, tu habites Paris, c'est ça? Oui, Tu habites dans le Paris. 14e. Est-ce que des endroits où il y a des pairs, tu vois, avec qui tu peux échanger, et je dirais autrement que dans un hôpital, etc. Est-ce que c'est des choses que tu as fréquentées, des endroits comme la Maison Perchée, par exemple, ou Je suis pas encore allée à la Maison Perchée, mais je comptais y aller justement bientôt. Après,
Je réfléchis. Non, c'est vrai que, mis à part Marmottan, c'est un endroit qui a été très fort pour moi. C'est vraiment un endroit où, mais c'est plus au niveau des addictions. Ouais, Donc, c'est là-bas que j'ai été vraiment prise en charge. J'ai été hospitalisée d'ailleurs 24 heures aussi parce que je me suis enfuie. Donc voilà. Donc, oui, je dirais qu'il y a Marmottan, mais sinon non, il n'y a pas de, j'ai pas ouais, de. J'avais j'avais une relation amicale avec une personne. Ça m'émeut un peu parce que justement j'ai perdu cette personne à cause de la drogue, à cause de mes comportements. Maintenant je le reconnais avec le recul. C'était une personne de 36 ans, on était vraiment très très proches et c'était une personne bipolaire de type 2. ouais. Et en fait, on était très très proches à tel point qu'on vivait, enfin moi je vivais un peu chez lui, enfin voilà, il y avait ce côté, on se complétait vachement. Et en fait, je pense qu'on s'est aussi rendu compte que deux bipolaires ensemble, H24 ensemble, tout le temps ensemble, c'est pas forcément la Non, meilleure idée. Et on pensait s'aider, mais finalement, on s'est enfoncé aussi dans les addictions, on s'est enfoncé dans nos façons de penser la bipolarité, nos ouais. façons d'en parler, comme si on était des êtres uniques, en fait. Mm. On se s'engrainait dans cette façon de se trouver unique. Ouais. Et en fait, c'est une personne qui a arrêté de me parler du jour au lendemain, Mm. complètement comme ça. Donc, pour une personne bipolaire, c'est quelque chose de très, 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 très Ouais, difficile. ouais, Et, parce que et notamment aussi pour une personne borderline, parce que l'abandon, c'est vraiment quelque chose ouais, qui est très, très, très dur. ouais. Et donc, c'est une personne qui a arrêté de me parler du jour au lendemain parce que notre amitié était trop nocive, quoi. Mm. Mais je me suis quand même sentie, enfin, dans toutes ces relations de pairs où Mm. j'ai pu m'identifier à des personnes, en fait, j'ai toujours eu ce sentiment de me sentir utilisée parfois, Mm. qu'on utilisait mon côté extravagant, qu'on utilisait mon côté hyper sociable, hyper je suis la reine de la fête, voilà, mais que dès que ça allait dans le plus profond, bah la Mm. personne partait et disait ah ouais mais non moi je peux pas gérer la dépression, je peux pas Mm. gérer ça, je peux pas gérer ça. Ouais. Tu vois, c'est peut-être pour ça que tout à l'heure, il y a l'image de, de l'épicentre qui me venait à l'esprit, parce que t'es vraiment allé de tous les côtés du spectre possible. Tu as exploré énormément de choses. Mais une exploratrice, ça revient à sa base à un moment ou à un autre. Et je pense aussi, quand on parle de ce qui nous aide à nous ancrer. Moi, je pense que le contact aux autres bipolaires, mais suffisamment et dans un endroit où on est tous conscients qu'on doit s'entraider, je pense que ça aide à évacuer, ça aide aussi, ça aide beaucoup de voir des gens qui sont peut-être même pas en équilibre. On se dit, tiens, il y a un effet miroir qui est intéressant. On se dit, tiens, ah ouais, d'accord, je vois, c'est de nouveau confirmé, etc. Puis tu t'affines un peu le tir. Euh, et puis enfin, enfin, c'est des endroits où tu as potentiellement des choses à apporter, et apporter des choses, c'est aussi voilà, en recevoir aussi. Enfin, en tout cas, c'est ma conviction te concernant. Et en plus, avec une vie aussi haute en couleurs, enfin, tu as à chaque fois 10 000 exemples ou anecdotes à raconter pour étayer n'importe quel raisonnement. Donc c'est Oui. aussi. Non, mais c'est bien. Tu sais, le fait de dire. euh, bon, tu vois, j'ai vécu ça, etc. C'est des choses que tu sens, tu n'as même pas besoin de le dire, etc. Mais tu le sens quand quelqu'un est capable de recevoir, euh, tu vois, une confidence ou un partage Oui. d'expérience, etc. Et toi, je sais qu'on peut te solliciter assez loin. Moi aussi, bon, moi, je suis pas, j'ai pas 27 ans, donc j'ai aussi accumulé pas mal d'expérience aussi. Et c'est encore une autre vie, si tu veux. Mais euh, je pense que c'est
pour la prochaine phase de ta vie, tu vois, on a parlé de, de montée, de descente, on a parlé d'extrême, mais une chose qui est je trouve, unique, là, pour le coup, en dehors de l'unicité des bipolaires, c'est que, tu vois, on se parle normalement de choses qui sont des choses graves. On parle de Oui, traumatisme, on parle de 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 se ressentir des choses à l'extrême, on parle d'abandon, on parle de choses très graves, mais on en parle normalement et je pense que c'est si tu vois, c'est presque l'objet de ces discussions, c'est voilà, c'est d'échanger posément sur, des choses qui sont, graves, voire extrêmes et rien que ça a une énorme valeur, et moi je pense que là on pourrait conclure, hein, le podcast, sur cette note-là. Sauf si tu as quelque chose à rajouter peut-être, de ton côté pour conclure? Euh, oui, peut-être que la chose qui me viendrait à l'esprit, ce serait que j'ai une grande difficulté à définir ma personnalité et ma bipolarité, enfin à différencier plutôt, pardon, ma bipolarité et ma personnalité. Et c'est vrai que ça, c'est très très dur parce qu'avec les années, en fait, on grandit, on mûrit, on vit encore plus de choses et moi, je trouve que c'est très compliqué de savoir, enfin, une fois qu'on a un traitement, on change, forcément, enfin, on change. Disons que certaines choses s'apaisent, certaines choses changent. Et, euh, et ce côté personnalité et bipolarité, voilà, c'est vraiment la chose qui me permettrait de, enfin, qui me tracasse encore, quoi. D'accord. OK, donc ça veut dire que tu es pas loin de là, à la fin du processus et Ah oui. Et je pense que c'est un peu le mot de la fin, bipolarité, personnalité, être bipolaire, avoir la bipolarité, et cetera. Tout ça, il y a des choses très, très floues. Tu prononçais le mot flou de l'existence tout à l'heure, aussi. En tout cas, je te souhaite d'arriver à de plus en plus de discernement dans ce flou et tu vois? Et je te remercie énormément d'avoir accepté de participer à ce podcast, de t'être confié Avec de la plaisir. sorte. Et puis, bah, écoute, voilà, oui, pour conclure, en fait, on est sur Bipolar, j'ai oublié de me présenter, je m'appelle Michel Roux, j'oublie toujours de me présenter au départ. Euh, et une fois que ce podcast sera monté, on vous indiquera des liens, notamment celui de ton Insta, hein, je pense que c'est Oui, bien sûr. si tu es d'accord. Et puis, le podcast, il sera visible sur Insta et sur ma chaîne YouTube également. Donc, ce que je dis à l'auditoire, à ceux qui nous ont vus ou écoutés, merci de l'avoir fait. Et Coca, un grand merci, hein, et je te souhaite le meilleur. Pas de souci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.